Bonjour à tous, je suis là pour du coup vous aider à réviser pour le bac qui arrive très vite. Donc là c'est une partie sur l'Union Européenne, c'est des révisions, pas des explications. Donc là c'est la première vidéo en 5 objectifs et j'en ferai une deuxième qui portera spécifiquement sur les politiques conjoncturelles au sein de l'Union Européenne. Premier objectif, distinguer Europe de l'Union Européenne, de zone euro et de l'espace Schengen. L'Europe, c'est un continent. L'Union Européenne, c'est un ensemble de pays qui pratiquent le libre-échange, qui ont mis en place une union douanière et qui sont dotés d'un marché commun. La zone euro, c'est un ensemble de pays qui ont une monnaie unique qui s'appelle l'euro et donc une politique monétaire qui est commune. Et l'espace Schengen, c'est un ensemble de pays qui pratiquent la libre circulation des individus. Deuxième objectif, donc là c'est distinguer les différents degrés d'intégration, et donc là on va citer d'un auteur qui est Bella Balassa. Donc le premier degré d'intégration c'est en fait la zone de libre-échange, et donc c'est une diminution ou une suppression des barrières tarifaires et non tarifaires. Donc l'Union Européenne est un exemple, mais on peut avoir aussi l'ALENA, le Mercosur, etc. Deuxième degré d'intégration, donc là c'est l'union douanière. Donc c'est l'ensemble des pays de la zone qui appliquent finalement une politique commerciale commune vis-à-vis des pays de l'extérieur de la zone, donc du reste du monde. Troisième étape de l'intégration, troisième degré, c'est le marché commun. Et donc là, ça passe par une libre circulation des facteurs de production, qui sont le facteur capital et le facteur travail. C'est par exemple, dans l'Union Européenne, il est possible pour un médecin polonais de venir travailler en France, comme il est possible pour, je sais pas, un ouvrier français d'aller travailler en Italie. Quatrième degré d'intégration, donc c'est l'union économique, ce qui signifie que les pays décident d'harmoniser leur politique économique. C'est par une harmonisation fiscale, harmonisation des taux de TVA, harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Cinquième degré d'intégration, l'union économique et monétaire. Donc les pays décident de se doter d'une monnaie unique et de conduire une politique monétaire commune. Enfin, le degré supérieur, ça serait donc une union qui serait à la fois aussi politique, sociale. Et donc ça passerait par exemple par des politiques sociales à un niveau européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, comme une sécurité sociale européenne. Le troisième objectif, on va se demander pourquoi l'Union européenne est considérée comme une expérience originale. Premièrement, on voit depuis sa création que l'élargissement a été progressif et aujourd'hui 27 pays composent l'Union européenne, 26 bientôt avec le Brexit. On a deuxièmement en fait des pays qui cohabitent avec des intégrations plus ou moins avancées. Le Danemark n'est pas dans la zone euro par exemple. La France est dans la zone euro. Enfin, troisièmement, l'Union européenne mène des politiques économiques structurelles. Donc on pense au financement pour le développement des régions les moins favorisées. On pense aussi à la PAC, la politique agricole commune. Ou encore, on peut penser, alors c'est pas une politique structurelle, mais à Erasmus, un programme d'échange pour les étudiants européens. Enfin, elle se dote d'institutions supranationales qui ont des prérogatives plus qu'économiques, enfin autres qu'économiques, comme la Cour de justice européenne. Quatrième objectif, se demander quels sont les avantages à intégrer l'Union européenne. Donc là, nous allons parler des fondements théoriques de la construction de cette Union européenne. On se rappelle, elle est composée donc d'une zone de libre-échange, d'une union douanière et d'un marché commun. Donc, d'abord, du point de vue des consommateurs, la suppression des droits de douane induit de facto une baisse des prix qui forcément augmente le pouvoir d'achat. De plus, les consommateurs auront accès à un éventail plus diversifié de produits. La concurrence qui sera accrue entre les entreprises générera une baisse des prix. Et ces trois facteurs créeront en fait une hausse de la demande des consommateurs. Donc une hausse de la consommation. Ensuite, du côté des producteurs, on a un premier effet qui est l'augmentation de la taille du marché. D'un marché national, on passe à un marché européen. Donc de ce fait, les entreprises peuvent faire ce qu'on appelle des économies. Je vous donne la définition, vous essayez de trouver. C'est lorsque le coût unitaire de production diminue, lorsque la quantité produite augmente. Donc des économies d'échelle.
Ces économies d'échelle, elles entraînent forcément donc une compétitivité qui va être plus importante. Cette compétitivité plus importante, elle est aussi générée par le fait que, de par le marché commun, ça facilite du coup la spécialisation des économies. Je ne détaille pas parce que ça c'est le chapitre précédent. Donc une spécialisation des économies due finalement au fait que chaque pays va chercher à se spécialiser dans la production dans laquelle il a des avantages comparatifs. Et donc ça aussi finalement ça va induire une baisse des coûts de production et encore une hausse de la compétitivité. Cette hausse de la compétitivité, elle se traduit comment en fait? Elle se traduit par le fait que les entreprises européennes sont, de par ces effets-là, plus compétitives sur les marchés mondiaux. Et donc quelle est la conséquence? C'est que la demande extérieure qui émane du reste du monde, elle va augmenter, puisque les produits seront plus compétitifs face par exemple aux produits chinois, aux produits américains, etc. etc. Donc on a deux éléments, une augmentation de la demande intérieure et une augmentation de la demande extérieure. Et si vous vous rappelez bien, lorsque la demande augmente, qu'est-ce qu'il se passe? On a une offre qui s'adapte, et donc quand l'offre s'adapte, le PIB il augmente, et donc l'Union européenne, selon les fondements théoriques de l'économie, surtout néoclassique, est censée produire en fait un surplus de croissance. Cinquième objectif, expliquer l'intérêt des pays de la zone de se doter d'une monnaie unique. Le premier avantage, qui est le plus intuitif, le plus évident, c'est la suppression des coûts de transaction liés aux échanges entre économies aux monnaies différentes. Donc cela induit une baisse des prix, donc multiplication des échanges, hausse de la consommation et donc surplus de croissance. Deuxième avantage, et non des moindres, c'est le fait qu'intégrer la zone euro permet de réduire l'incertitude liée au taux de change. En effet, si la majeure partie du commerce extérieur d'un pays est fait avec la zone euro, alors il y a une incertitude liée au fait que la monnaie peut s'apprécier, se déprécier, donc c'est-à-dire prendre ou perdre de la valeur face à l'euro, ce qui a des conséquences pour les entreprises et pour les consommateurs, et donc cela peut limiter les échanges. De plus, le fait de partager une monnaie commune empêche le risque de dévaluation compétitive, qui est le fait pour un pays de faire volontairement baisser la valeur de sa monnaie face aux autres, face aux monnaies, aux devises étrangères, donc les devises ou monnaies de ses partenaires, dans le but de rendre ces entreprises plus compétitives à l'exportation, ce qui se fait évidemment au détriment de ses partenaires. Prenons un exemple, le franc et le mark. Imaginez-vous que nous sommes avant la création de la zone euro. Si pour des raisons économiques diverses, le mark se déprécie, donc perd de sa valeur, cela impacte directement les entreprises françaises qui exportent en Allemagne, car elles vont être moins compétitifs. Et donc les produits vont moins se vendre, ce qui va forcément diminuer les exportations françaises vers l'Allemagne, et donc peut-être générer du chômage. A l'inverse, si le mark s'apprécie de 20% par exemple, cela impactera les entreprises importatrices et les consommateurs qui verront le prix des produits importés augmenter également de 20%. De ce fait, se doter d'une monnaie unique dans une zone où le commerce intra-zone représente plus de la moitié des échanges avec le reste du monde des pays de la zone facilite les échanges et donc amplifie la croissance. Enfin, le dernier avantage est que le fait de se doter d'une monnaie unique accroît la transparence, dans la mesure où cela permet une comparaison des prix plus aisée, et donc cela facilite les échanges, et accroît de ce fait la concurrence, et qui dit plus de concurrence, dit une baisse des prix, et donc généralement un gain de croissance. Donc voilà, ça c'était pour les aspects théoriques. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et là, on va donc étudier plus en détail aujourd'hui et concrètement quel est l'état de l'Union économique et monétaire de la zone euro et quelles sont les difficultés pour coordonner les politiques économiques au sein de cette zone.